Après avoir imaginé à quoi on pouvait s'attendre pour la suite de la saison sans compétition européenne dans une vidéo sortie ce jeudi midi, on va maintenant faire un point actualité parce qu'il y a plusieurs infos mercato qui sont sortis ces derniers temps. Ça nous permet de nous projeter un peu parce que finalement le mercato va venir assez vite après la Coupe du Monde, mais aussi ça nous permet de nous focaliser actuellement sur autre chose que le terrible dénouement de mardi soir. Comme dans chaque épisode d'ActuOM, petite question pour vous, pensez-vous que c'est une bonne idée de relancer le dossier Lazovic pour concurrencer Tavares sur le côté gauche? Ou alors, avez-vous d'autres latéraux gauche en tête pour cet hiver? J'attends vos avis et vos propositions en commentaire. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec des nouvelles qui sont pas franchement rassurantes pour Luis Enrique du côté de Botafogo. On entrera plus dans les détails évidemment dans le prochain épisode de Focus sur les prêtés, mais concrètement, Luis Enrique est sur le banc depuis pas mal de matchs, mis à part 2 entrées en jeu de 13 et 16 minutes, autant dire que ça pèse pas lourd. Il a toujours pas ouvert son bilan statistique sur ce début de saison non plus. Au Brésil, Globo Esporte affirme même que la décision serait déjà actée, il ne compte pas lever l'option d'achat et la tendance serait un retour de Luis Enrique dès cet hiver. Toujours d'après eux, l'obligation d'achat serait liée à un certain nombre de buts marqués et comme on l'a dit, à ce niveau-là, c'est totalement vide pour Luis Enrique cette saison. Une condition compliquée à valider alors qu'il a jamais montré qu'il était un crack à la finition à Marseille. C'est forcément un coup dur parce que sa cote va continuer de baisser. Longoria a tenté de limiter la casse avec cette opération et c'est vrai qu'on aurait pu récupérer 8 millions d'euros. Il devra tenter de trouver un nouveau club dès le mois de janvier si ça se confirme. Ça se fera sûrement pas à ce prix-là et encore une fois on se retrouve face à un dossier hyper compliqué et un joueur qui va finir par te rester sur les bras fatalement. J'ai du mal à l'imaginer rentrer dans l'équipe de cette saison même si pourquoi pas et je pense que c'est pas l'intention de la direction ni celle du coach. Un autre retour se profile aussi parce que la situation de Konrad de la Fuente est vraiment très compliquée du côté de l'Olympiakos. On le disait dans le premier focus sur les prêtés, il n'a pas été inscrit sur la liste pour l'Europa League, alors même qu'il avait participé au match de tour préliminaire. Et encore pire, son dernier match avec l'Olympiakos remonte au 11 septembre pour 12 petites minutes de jeu face à Volos. Depuis, il apparaît même plus sur le banc. Certains médias grecs parlaient d'un quota de joueurs non européens. Ça nous avait semblé bizarre parce qu'on pensait qu'il avait la nationalité espagnole et je crois que c'est le cas. On n'a pas eu de réponse là-dessus, mais en tout cas, l'arrivée de Mitchell sur le banc n'a pas arrangé sa situation. L'équipe expliquait clairement il y a quelques jours que Konrad voulait revenir à Marseille au plus vite, et comme on peut s'en douter, l'Olympiakos ne s'opposera pas à son départ, étant donné qu'il y a eu beaucoup de recrutements, notamment dans le domaine offensif. Longoria tentera évidemment de lui trouver une porte de sortie, et d'après Estadio Deportivo, son profil intéresse déjà plusieurs clubs, Valladolid qui voulait absolument le faire venir cet été, Anderlecht, Sassuolo, Burnley, le Torino et la Sampdoria font aussi partie des prétendants. À voir maintenant quelle sera sa prochaine destination, parce qu'à l'Olympiakos, l'aventure a vite tourné au cauchemar. Toujours au niveau des joueurs prêtés, Radonjic a eu l'occasion de s'exprimer sur son départ au Torino et sur son intégration remarquée, parce que les supporters l'adorent et depuis son arrivée, il a marqué 3 fois et délivré 2 passes décisives en devenant un joueur de plus en plus important pour l'équipe. Dans une déclaration relayée par Fabrizio Romano, il explique que le Torino compte sur lui pour le présent mais aussi pour l'avenir. C'est pas vraiment surprenant mais ça confirme ce qu'on entend depuis plusieurs semaines, il devrait s'engager définitivement avec le Torino en fin de saison. Pour la Gazzetta dello Sport, il explique qu'il ne voulait que le Torino, avec la volonté de retourner en Italie pour être sous les ordres d'Ivan Juric qui le voulait absolument, et de jouer dans un rôle plus axial qu'à Marseille. Pour ça, il a accepté de baisser son salaire, et ça a tout de la bonne affaire pour le Torino. Ça se passe super bien, et en plus l'option d'achat obligatoire n'est que de 2 millions d'euros. C'est une entrée d'argent intéressante parce qu'il allait partir libre, et au moins on récupère un minimum dans l'opération, même si c'est pas grand chose. Maintenant dans le sens des arrivées, la piste Malinovski serait toujours d'actualité d'après les infos d'RMC. La direction voudrait recruter un milieu de terrain avec une touche technique intéressante. La situation du milieu ukrainien est bien différente à l'Atalanta cette saison. Après on savait aussi que Gasperini ne comptait pas sur lui, il s'en était pas caché d'ailleurs. Il doit se contenter d'entrer en jeu parce qu'il est très peu souvent titulaire. Son bilan statistique est largement impacté parce qu'il compte seulement un but et une passe D au moment où je tourne la vidéo. C'est logiquement qu'il devrait partir cet hiver, on serait encore dans la course apparemment, c'est pas vraiment étonnant parce qu'on en a beaucoup parlé cet été, et l'Atalanta devrait être moins gourmande qu'au mois d'août. Le média italien Il Giorno explique que Tottenham serait en pole position et pourrait transmettre une offre autour de 15 millions en janvier. West Ham et Nottingham Forest seraient aussi dans la course. C'est plus compliqué aussi de le convaincre si l'intérêt de Tottenham est réel, parce que maintenant ils ont l'avantage de la Ligue des Champions, mais s'il veut être titulaire, il aura probablement plus de chance à Marseille, à voir si ça va se confirmer ou si ça restera au stade de rumeur. RMC explique que
l'OM compte trouver une porte de sortie à Pape Gueye, lui qui n'entre pas dans les plans de Tudor et qui est utilisé soit pour la rotation, soit par la force des choses, comme quand il était entré axial gauche il y a quelques matchs. Il y a toujours cette épée de Damoclès avec la sanction qui pourrait tomber, même si on en saura plus dans quelques semaines. Je vois pas un club prendre le risque de l'acheter avec cette menace, mais je pense qu'il est clairement poussé vers la sortie, au vu de son temps de jeu de plus en plus limité. D'après RMC, il aurait des prétendants en Angleterre, notamment Southampton et Leeds. La direction voudrait aussi trouver une porte de sortie pour Gerson. On avait déjà évoqué un petit peu ça dans le dernier épisode d'ActuOM et ça semble se confirmer. Il est pas entré en jeu contre Tottenham et je le trouve encore plus fragilisé après les déclarations de son père qui a clairement menacé l'OM d'un départ si le statut du joueur ne changeait pas. Alors maintenant, est-ce qu'on peut faire une grosse vente? C'est la grosse interrogation. Il sera probablement pas au mondial, sauf grande surprise qui serait vraiment inattendue. Il a un temps de jeu de plus en plus faible, tout ça en n'étant pas capable d'impacter quand il a eu l'occasion de jouer. Une situation compliquée, même si le joueur conserve quoi qu'il arrive une cote intéressante sur le marché, à voir si on peut le relancer ou s'il faudra le vendre dès cet hiver. Toujours selon RMC, l'OM voudrait se renforcer en défense centrale étant donné que Bailly est trop souvent blessé, Gigot qui alterne entre le bon et le moins bon et Touré qui a eu quelques minutes mais qui n'est pas franchement dans les plans. Je serais pas surpris d'ailleurs qu'il soit prêté cet hiver parce que ses perspectives de temps de jeu sont assez faibles. Sur les pistes qu'on a entendues récemment, il y en a surtout une, celle qui mène à Mouktar Diakaby, lui qui sera en fin de contrat au mois de juin prochain et qu'une prolongation semble pas simple à boucler, même si Valence reste optimiste. Longoria le connaît très bien, c'était d'ailleurs lui qui l'avait fait venir quand il était DS du club espagnol. On peut imaginer une opération comme Gigot, transfert avec une faible indemnité pour griller la concurrence qui voudra le signer libre ou alors attendre l'été prochain. À voir, mais c'est le seul nom qui est sorti ces dernières semaines et c'est une bonne pioche à moindre coût d'après moi. À voir si tu peux trouver encore meilleur dans ces conditions. Peut-être que l'OM tentera aussi de recruter une doublure et peut-être même qu'on peut parler de concurrent à Tavares sur le côté gauche. On pense à Lazovic qui était l'un des piliers de Tudor à Vérone, qui avait un profil très intéressant pour s'intégrer à nos idées de jeu. Saison compliquée pour l'ancien club du coach croate d'ailleurs qui est 19ème avec 5 points à l'heure actuelle. Ça pourrait être un bon plan parce qu'il est estimé autour de 4-5 millions et que Tudor saura comment le faire jouer. À côté de ça, on a plus d'infos sur les rentrées d'argent liées à notre participation à la Ligue des Champions. D'après Foot Mercato, on devrait toucher environ 25,7 millions d'euros, qu'on prend très volontiers par rapport à la situation financière du club, même si ça tend à s'améliorer depuis l'arrivée de Longoria. Dans les 25 millions, on a la prime de participation d'un peu plus de 15 millions, les 2 victoires face au Sporting qui rapportent 5,6 millions et 4,5 millions liés à notre coefficient UEFA. Ça laisse forcément des regrets parce qu'on n'a plus de Coupe d'Europe pour le reste de la saison et que le montant total aurait pu monter davantage, mais c'est une entrée d'argent très intéressante malgré tout et qui nous fait comprendre pourquoi c'est primordial de se qualifier chaque année en Ligue des Champions. On termine cet épisode par une petite info sur Alexis Sanchez qui nous vient de RMC. Apparemment il ressentirait de la frustration et même de l'agacement, vous l'aurez vu à la miniature, par rapport à sa situation dans le collectif. Il considère qu'il est trop esselé en attaque, qu'il se retrouve trop souvent dos au but, qu'il n'arrête pas de décrocher. C'est quelque chose qu'on comprend parce qu'il aime évoluer avec un autre attaquant à ses côtés et être en soutien de cet attaquant-là. C'est ce qui me paraissait logique quand il est arrivé, mais finalement l'attaquant de pointe c'est lui. La direction aurait compris le message et va tenter de trouver un avant-centre de métier qui pourrait être éventuellement Bamba Dieng avec la possibilité de tenter une association Harit-Sanchez avec Dieng un cran plus haut pour attaquer la profondeur, sachant que Suarez à côté ne donne pas satisfaction. En tout cas, pour rassurer un peu tout le monde, son avenir à l'OM n'est pas remis en question pour le moment. Apparemment, il se sent très bien dans la ville, etc., notamment par rapport aux supporters, mais on comprend bien qu'il aimerait être associé avec un deuxième attaquant, et effectivement, je pense que ce serait pas une mauvaise idée pour que l'équipe rayonne à nouveau d'avoir un offensif en plus. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker pour soutenir la chaîne et de vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actualité de l'OM à 100% sur la chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.